Salam alaikum, Rahim. On se retrouve pour une vidéo en direct. Ça a été prévu aux alentours de 10 heures matin. Je cette semaine, il n'y a pas eu de live et on s'engage autrement de cours à distance à l'établissement. On démarre avec une bonne connectivité, j'espère, et qu'il n'y aura pas d'interruption. J'ai de cette vidéo qui se déroule de l'urgence sanitaire et dont la nécessité de confinement est très essentielle, aussi bien au cours de cette semaine ou de celle qui va venir en raison des chiffres alarmants qui ne cessent d'augmenter, comme vous l'avez constaté, chaque jour à 18 heures quand on reçoit. Et du coup, comme je l'avais signalé, afin que la situation de l'impact de Covid-19 se stabilise et il y aurait un retournement peut-être de la situation vers le bon sens, c'est que les gens doivent rester à leur domicile le plus possible. Donc, bien que nous sommes à 10 heures du matin, comme vous l'avez constaté, de temps en temps, il y a une interruption de la connexion. Donc, pour ne pas être très lent, je vous recommande déjà, dès que j'aurai la programmation des enregistrements qui ont été faits pour la TV à Riyadiyya, donc je vous aviserai afin de suivre sur TV vos cours. Mais néanmoins, on reste en rattachement et en relation, surtout avec mes étudiants et les différents likers et amis qui aiment les directs et qui veulent également échanger sur les éléments de notre élément de module qui est l'audit général. Je remercie toutes les personnes qui sont déjà connectées et qui me souhaitent le bonjour. Je leur souhaite également le bonjour et je les remercie d'avoir été à l'heure. Donc, rapidement, l'objet de cette vidéo live, c'est de revenir sur le chapitre 2 qui consiste et qui a été consacré aux normes d'exercice de l'audit interne. Brièvement, je ferai un petit rappel de la vidéo passée et également du premier chapitre, étant donné qu'on est resté plus d'une semaine à attendre. Et premier rappel, c'est que l'élément d'audit général est structuré autour de trois chapitres. Un chapitre de la délimitation du métier de l'audit. Le second chapitre qui est l'objet d'aujourd'hui, c'est les normes d'exercice de l'audit, plus particulièrement interne. Et un dernier chapitre que nous allons voir plus ultérieurement dans une autre vidéo qui sera consacrée à la démarche d'une mission d'audit. Souvenez-vous que nous avons retenu comme définition de l'audit, qu'il soit interne ou externe, la définition suivante. C'est un examen indépendant et objectif. La question de l'indépendance est très centrale en matière d'audit et cette indépendance concerne l'auditeur interne ou l'auditeur externe par rapport aux parties prenantes. Et il doit être objectif et il est assuré dans une structure, dans une fonction qui est structurée par des professionnels compétents qui suivent une démarche d'écoute en vue de donner un avis ou des recommandations. À partir de cette définition, on va faire ressortir par la suite les différentes normes nécessaires pour l'exercice du travail. Troisième rappel essentiel, c'est que l'auditeur doit travailler dans les règles de l'art et afin de produire des rapports ou des avis de qualité. La qualité de l'audit est mesurée par trois critères essentiels. Le premier critère, le respect des règles, des normes, des lois, des textes,
fondateur. Deuxième critère, c'est le critère de la sincérité. Il doit nous donner une image fidèle à l'instant T de l'organisation qui est auditée. Et le dernier critère, c'est n'est autre que les 3 E. Le E de l'économie, le E de l'efficacité, le E de l'efficience. Et nous avons déjà vu qu'il faut tracer le triangle de la performance, dont les 3 points de coin sont les objectifs, les coûts et les résultats, et chaque segment représente l'un des E. Le O avec le C représente l'économie, le O avec le R représente l'efficacité, et le R avec le C, c'est-à-dire le résultat avec les coûts, représente l'efficience. Quatrième rappel, c'est un peu que l'objectif a une certaine multidimensionnalité. Et cette multidimensionnalité apparaît à travers les différents adjectifs qu'il peut admettre. Et nous avons également dressé un schéma sur lequel nous avons mis ces différents adjectifs. Je retiens dans un nouveau support qui sera mis à votre disposition uniquement 5. Par rapport à l'objectif, l'auditeur et l'audit cherchent soit la performance, soit la conformité. Par rapport à la nature de l'organisation auditée, l'audit, il peut être public, coopératif, de coopérative, d'association ou d'entreprise ou autre. Par rapport à la position qu'occupe l'auditeur vis-à-vis de l'audité, l'audit peut être interne, c'est-à-dire à l'intérieur de l'organisation elle-même, avec attachement à la direction générale, et on va en reparler dans les normes, soit externe, c'est-à-dire qu'il vient de l'extérieur, et nous avons déjà parlé de ça en parlant de la Cour des comptes, du Parlement, des cabinets, et nous avons parlé des Big Four également dans ce sens-là. Autrement dit, il est fait par des pairs et qui doivent avoir certaines qualifications importantes. L'audit par référence au texte, il peut être soit légal, c'est un peu comme on l'avait signalé, commissariat aux comptes à titre d'exemple, contractuel, et là nous avons parlé des termes de référence et nous avons parlé également de CPS, cahier de prescription spéciale. En fin de compte, il y a l'étendue de l'audit. L'audit peut être stratégique, s'il porte sur toute l'organisation et il porte plus particulièrement sur le sommet de la stratégie, sur sa gouvernance et sur son avenir. Et donc, dans ce cas de figure, il ne peut être que pluriannuel. Soit il est opérationnel, c'est-à-dire qu'il concerne des fonctions précises, des opérations précises, des projets précis, et dans ce cas, globalement, il est annuel. On passe au dernier élément sur lequel on s'est arrêté la dernière fois, c'est la comparaison de l'audit avec des métiers voisins. Et nous avons choisi de retenir l'audit interne par rapport au contrôle interne et par rapport à l'inspection. Déjà, l'audit interne contrôle le contrôle interne et du là vient l'appellation contrôle du contrôle. Et on va le comparer avec l'inspection. Je ne vais pas reprendre les tableaux que vous avez sur les supports courts que j'avais mis aussi bien sur la page Face que sur le site de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, celui-ci de Rabat. Il y en a certains tableaux de comparaison. Moi, j'ai essayé de les abréger. On va reprendre 2 critères seulement de comparaison. L'objectif, celui qui va examiner ou qui va contrôler ou qui va faire le diagnostic ou la constatation, et la méthode qu'il utilise. L'auditeur interne, globalement, son objectif, c'est la préservation de la valeur ajoutée de son organisation à laquelle il appartient, et du coup, il va être des recommandations et des avis dans le sens, et donc, il doit suivre la surveillance. La méthode qu'il utilise généralement, c'est une méthode d'information préalable des audités et de respect des normes professionnelles qui font l'objet de cette vidéo. Le contrôle interne, quant à lui, c'est un ensemble de systèmes, de dispositifs, de procédures et de règles et de veillance sur le système d'information de manière à assurer le bon fonctionnement de l'organisation et dans une optique de correction. Globalement, il doit concevoir ces systèmes, ces procédures et ces règles, et il doit les suivre. En fin de compte, l'inspecteur ou l'inspection
Généralement, il cherche à constater les infractions et les irrégularités dans une optique de sanction, donc elle est légale, elle s'adosse toujours sur une loi ou des textes juridiques. Il se fait d'une manière inopinée et intuitive. Ainsi est bouclé notre premier chapitre et on démarre notre second chapitre sur les normes d'exercice de l'audit interne. Parler des normes de l'audit interne, parler des règles de l'audit interne, c'est plus particulièrement parler des principes, des règles qui les sous-entendent et par la suite parler des normes qui sont liées, c'est-à-dire les normes de qualification et les normes qui sont liées à son exercice, à son travail, que nous appelons les normes de fonctionnement. Afin de vous guider, je mis à votre disposition un lien de site sur lequel vous pouvez télécharger le code déontologique des auditeurs internes ainsi que les normes internationales que doivent respecter les auditeurs internes. C'est le site de l'Institut des auditeurs internes, qui est un institut international, et son abréviation après HTTPS c'est global, .theia.org. Allez sur ce site-là et vous allez retrouver le code déontologique en français ainsi que les normes également en français. Le code déontologique fait 8 pages, les normes font 38 pages. Comme vous pouvez, sur le lien du drive que j'avais mis à votre disposition, retrouver ceci ou également sur le site pour ne pas s'attarder sur cette question. Donc, de cette vidéo, tout d'abord, on va parler des principes et des règles de l'audit interne. Et sachez que même si l'on veut parler de l'audit externe, les choses ne vont pas être très différentes que en termes des compétences nécessaires, en termes des rattachements vis-à-vis des organisations auditées, également vis-à-vis des livrables, mais sinon également un audit. Désolé, chaque fois il y a une petite interruption, donc j'espère qu'on n'aura pas à tarder beaucoup sur ces interruptions. Donc commençons par les principes et les règles. Et comme je l'avais signalé, les principes et les règles sont dans le code déontologique de l'Institut des auditeurs internes. Également, à ne pas oublier qu'on peut les retrouver dans d'autres documents tels que ceux de l'IFACI, l'Institut français des auditeurs et contrôleurs internes, et également auprès de l'Association marocaine des auditeurs et contrôleurs internes. Bref, les principes, les règles et les normes sont obligatoires en réalité pour les gens qui appartiennent à l'Institut des auditeurs internes, qui sont certifiés par cet institut ou qui veulent être candidats à la certification, alors qu'ils sont un code de bonne conduite pour les autres auditeurs internes qui ne sont pas affiliés à cet institut ou certifiés par cet institut. Et puisqu'on dit c'est des bonnes pratiques, c'est le bon sens. C'est le bon sens à suivre et donc ça peut engendrer l'augmentation des performances. Les principes et les règles de l'audit interne, les principes sont en nombre de 4 et je les signale avant de détailler. Le principe de l'intégrité, le principe de l'objectivité, le principe de la confidentialité et le principe de la compétence. Le principe de l'intégrité, si notre auditeur interne n'est pas intègre, il ne peut pas induire une certaine confiance et une certaine crédibilité vis-à-vis des différentes parties intéressées. Également, si notre auditeur n'est pas objectif, il serait loin d'être équitable et il peut être influencé rapidement, soit par ses propres intérêts ou par autrui. Du coup, il faut être intègre et objectif. La confidentialité, c'est plus particulièrement lié à ce qu'il va faire. Certainement, il aura à collecter des données
auprès de l'organisation auditée ou peut-être même ses parties prenantes. Il peut avoir accès à des informations dites confidentielles et du coup la confidentialité est très essentielle. Il ne faut pas divulguer les données que sous autorisation ou obligation légale ou obligation professionnelle. En fin de compte, la compétence, et nous l'avons déjà signalé dans la définition de l'audit, c'est très essentiel en tant que principe parce qu'on ne peut pas, par exemple, exercer audit RH alors qu'on n'est pas connaisseur de la RH ou diplômé de la RH ou ayant une expérience dans les ressources humaines. Ainsi de suite pour les autres domaines tels que les finances, la production, l'informatique, l'environnement. Prenez ce que vous voulez comme fonction dans une organisation, même si vous êtes par exemple dans une organisation sportive et vous voulez auditer par exemple quelque chose qui est relié aux équipements autres, vous devez être un connaisseur. Et donc il faut la connaissance, le savoir-faire et l'expérience, comme on l'a vu. Ces principes sont déclinés en règles de conduite. Donc il y a principe suivi des règles. Du principe de l'intégrité, les règles sont les suivantes. 1. L'honnêteté. Un auditeur doit être honnête. Il doit se conduire avec diligence, amabilité et maîtrise, et il est responsable. Responsable, ça renvoie au respect de la loi, aucun exercice des activités illégales ou des engagements dans des actes qui peuvent déshonorer le métier. Et nous avons vu que pas mal de cabinets internationaux déjà étaient impliqués dans des affaires louches. Et j'ai en tête ici, par exemple, la disparition du numéro 5 mondial, le cabinet Arthur Andersen, suite au scandale Enron. Bien évidemment, très difficile de détecter les erreurs des auditeurs internes. Du principe de l'objectivité, on tire les règles suivantes. C'est que l'auditeur doit éviter toutes les activités ou les relations ou les dons qui peuvent compromettre ou risquent de compromettre le caractère impartial de son activité. Je donnerai un petit exemple ici. Si par exemple l'auditeur a déjà occupé un poste avant d'être auditeur, je dirais par exemple post-production ou autre, il faut qu'un certain temps s'écoule avant qu'il soit chargé lui-même d'auditer cette fonction afin d'être le plus objectif possible. Également, les relations de parenté peuvent paraître comme des éléments au second degré, c'est-à-dire en haut et en bas, grand-père et petit-fils, peuvent paraître également des éléments qui peuvent nuire à la question de l'objectivité. Donc, comme je l'avais dit, il faut éviter toutes les activités, les relations et les dons qui peuvent compromettre, au risque de compromettre le caractère impartial, de notre auditeur. Également, toujours avec l'objectivité, qui est relaté dans les rapports ou dans les notes ou dans les avis de notre auditeur, ils doivent être documentés avec des faits matériels bien connus. Il faut la preuve. Et donc, c'est un élément central de l'objectivité. C'est un peu comme dans la recherche scientifique, il faut mettre les références nécessaires. Du principe de la confidentialité, nous avons les règles suivantes. La règle d'usage avec prudence et prudence des informations qui ont été recueillies et également la règle de la protection de ces informations. Et du coup, notre auditeur ne peut pas tirer un avantage personnel ou compromettre des contraventions légales ou apporter préjudice à l'organisation qui a été auditée. Et en fin de compte, du principe de la compétence, on tire ce qui suit, c'est que notre auditeur doit et également respecter s'il adhère aux normes internationales, c'est-à-dire s'il est membre de IIA ou il est certifié par son organisme ou candidat à cette certification, il doit respecter les normes internationales. Vous l'avez compris également,
la compétence ou les compétences ne sont pas figées, ils doivent être toujours mis à jour et améliorés. Maintenant, si vous permettez, on ouvre la section des normes de qualification qui, j'espère pour gagner un peu de temps, on va laisser les normes de fonctionnement pour une autre vidéo. Pour les normes de qualification, et comme je l'avais précisé, il faut se référer au cadre international des pratiques professionnelles dans son édition de 2007, plus précisément mai 2017. Et vous avez un document qui s'appelle Normes internationales pour la pratique professionnelle de l'audit interne. Les normes de qualification, comme ça a été précisé, concernent plus particulièrement notre auditeur. Dans le cadre international, nous avons les normes de qualification auxquelles sont ajoutées des normes de mise en œuvre. Dans notre élément de module, on ne va pas aux normes de mise en œuvre qui concernent des activités précises et particulières qui peuvent être exercées par l'auditeur, qui sont les activités d'assurance ou de conseil. Assurance, il porte l'abréviation avec la lettre A et le conseil, il porte l'abréviation C, conseil. Et donc, les deux abréviations qu'on vient de signaler, vous allez les retrouver dans le document devant certains codes, toujours suivis avec A ou avec C. Ils ne font pas l'objet, ils ne font pas de module. Nous, on va se consacrer surtout aux normes de qualification et aux normes de fonctionnement qui concernent le travail, abstraction faite des normes de mise en œuvre. Commençons par la première norme. Ils sont en nombre de 4 de qualification. Les normes de qualification sont en nombre de 4 grands rubriques. La première norme, c'est la norme qui concerne la définition. J'ai dit, ça porte sur la définition des missions, des pouvoirs et des responsabilités de notre auditeur interne. Il a comme code le code 1000. Pour nous, les codes, c'est comme une nomenclature et donc à ne pas donner beaucoup d'importance à la nomenclature. Donc, les missions, les pouvoirs et les responsabilités de notre auditeur sont reconnus dans le cadre d'une charte interne, d'audit interne. Cette charte interne d'audit, elle est faite par l'auditeur et il doit être approuvé, discuté et actualisé en commun accord avec le directeur général, c'est-à-dire le sommet de l'organisation, et le conseil d'administration. Et dans cette charte-là, il faut décliner toutes les disciplines obligatoires, toutes les tâches, y compris les tâches d'assurance et de conseil s'il y en a, dans le cadre de la charte. La deuxième norme, c'est la norme 1100, et c'est une norme qui concerne surtout l'indépendance et l'objectivité de notre auditeur interne. Cette norme est composée de deux volets, le volet de l'indépendance et le volet de l'objectivité. Quand on dit l'indépendance, on parle plus particulièrement que notre auditeur interne n'a qu'un rattachement fonctionnel non hiérarchique vis-à-vis du conseil et de la direction générale, et il doit exercer son biais, son ingérence, son intervention dans son travail. Certes, il y a des moments de communication et d'échange avec la direction générale et le conseil, mais en aucun cas, les jugements de notre auditeur peuvent être influencés par autrui. Donc, l'exercice doit être sans biais. Également, cet exercice doit être avec accès direct et communication directe, sans restriction auprès de la direction générale et au conseil, d'où son rattachement vers le sommet stratégique. Ce qui est de l'objectivité, bien évidemment, notre auditeur doit être
impartial, il doit écouter toutes les parties prenantes de manière à forger son jugement. Si notre auditeur exerce d'autres missions et fonctions à l'intérieur interne, et plus particulièrement s'il fait par exemple le travail de manager de préventif des risques ou autre, il faut départager les différentes fonctions. Il ne faut pas que son travail par exemple en tant que manager des risques influence son travail d'auditeur interne. C'est ce qu'on appelle ici les rôles et les responsabilités de l'auditeur interne en dehors de l'audit, et c'est la norme 1112. Si notre auditeur sent qu'il y a une atteinte à son objectivité, à son indépendance, il doit le signaler à la direction générale et au conseil. Parce que, comme on l'avait vu, la question de l'objectivité et l'indépendance de notre auditeur, de l'auditeur interne, est très essentielle. On y va rapidement à la troisième, norme. C'est la norme 1200. 1200 qui concerne deux choses à la fois également, la compétence de notre auditeur et la conscience professionnelle. Je ne vais pas revenir trop sur la question de la compétence parce que nous avons déjà parlé maintes fois sur ceci. Ce qui nous intéresse, c'est quand même, il faut reconnaître que l'auditeur peut commettre des omissions ou des erreurs. Et donc, il n'est pas, cela signifie que notre auditeur n'est pas infaillible. Bien évidemment, il y a des règles, mais quand même des règles de rattrapage, mais il est nécessaire que l'auditeur soit très compétent dans son domaine. Quand je dis l'auditeur, c'est-à-dire je parle d'une personne ou d'une équipe. D'une personne ou d'une équipe. Et donc, il doit, entre autres, dans cette compétence, avoir la compétence d'évaluer le système d'information. Comme on l'a vu déjà, il doit bien évidemment suivre de temps en temps des formations professionnelles. Il doit suivre des formations professionnelles, surtout continues, pour mettre à jour ses compétences. L'audit n'est pas un métier figé. Il évolue et il faut évoluer avec. Les situations des organisations ne sont pas toujours les mêmes, que ce soit en interne, que ce soit en externe. Vous avez déjà, par exemple, la situation actuelle. Beaucoup d'entreprises sont en crise. Et du coup, l'audit interne doit prendre en considération ceci et doter d'outils nécessaires dans ce contexte-là pour prendre en considération tout événement qui va impacter l'organisation. Puisque nous avons dit que l'auditeur interne cherche à augmenter, à améliorer la valeur ajoutée de l'organisation. Donc, quant à la conscience professionnelle, on avait déjà parlé, et on l'abrège dans le mot secret professionnel. On termine avec la norme 1300. 1300. La norme 1300, elle apporte l'appellation programme d'assurance et d'amélioration qualité. Dans ce programme d'assurance et d'amélioration qualité, s'il vous plaît, à ne pas le confondre avec les programmes d'amélioration qualité qui sont issus des normes ISO, par exemple, ISO 9001. Non, là, on parle du programme d'assurance de l'amélioration de qualité de l'audit. C'est-à-dire que notre auditeur interne doit quelque part dresser un programme qui montre de qualité, qui montre que son fonctionnement, que ses responsabilités, que ses missions se font dans les règles de l'art. Et afin de concevoir ce programme-là, le faire valider auprès de la direction générale et approuvé par le conseil. Et dans ce programme, ce qui nous intéresse le plus important, c'est un peu les évaluations qui se font pour la fonction audit interne elle-même. Il y a des évaluations internes et des évaluations externes. Les évaluations internes, c'est des évaluations qui sont faites par l'auditeur lui-même dans son équipe pour les processus de leur exercice et leur surveillance, et ça peut également concerner de l'auto-évaluation périodique. Et pour les évaluations externes, au moins chaque 5 ans, ça doit être fait par des auditeurs
externe, par des équipes qui viennent de l'extérieur. Bien, l'éditeur interne a son mot à dire, s'asseoir avec la direction générale et le conseil afin de parler des compétences des personnes qui vont venir et de l'étendue de leur mission et leur qualification, bien évidemment. D'autres normes que vous allez retrouver, telles que celle de la communication relative au programme d'assurance et d'amélioration de qualité, cette norme est très essentielle parce que, par confiance, la direction générale doit être au courant toujours des contrôles et des évaluations qui sont faites à l'auditeur interne sur sa propre fonction. En fin de compte, si l'on adhère et on accepte à être certifié par le IIA, il y a deux autres sous-normes, la 1321 et 1322 qui s'appliquent, c'est-à-dire qu'il faut utiliser la mention de conforme aux normes internationales pour la pratique professionnelle de l'audit interne et en cas de non-conformité à ces normes, il faut dire que et indiquer que c'est les non-conformités qui ont été. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo live sur les normes de qualification plus particulièrement, sur les principes et les règles et un petit rappel du chapitre 1. On garde les normes de fonctionnement pour une autre vidéo et on va dans les 2 jours à venir préciser les moments où l'on va faire cette diffusion. Je vous souhaite bonne journée, bonne continuation. S'il vous plaît, suivre un peu les consignes, non seulement sur un plan, je dirais, obligatoire, mais ça de la morale et du respect des autres, du respect de ceux qui restent confinés à leur maison. En sortant et on se met devant le risque d'être infecté, on allonge la période de confinement et on allonge également la période de crise alors que nous espérons revenir à la normale bien prudemment, mais tout le monde espère, je crois, il n'y a aucune personne qui a un cerveau qui veut que nous allongeons la période de la crise. Donc, s'il vous plaît, confinement nécessaire, disons même urgent. Sinon, bravo à vous. Je remercie toutes les personnes qui sont réveillées aujourd'hui pour me suivre.